Quand les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle traversent le village d'Aubrac, ils ne se doutent pas qu'au Moyen-Âge, l'endroit avait sinistre réputation. Les attaques de brigands étaient fréquentes et si le brouillard et le froid ralentissaient la marche, la traversée du plateau pouvait devenir terrifiante. Aujourd'hui, seule la neige complique les déplacements. Les Burons désertés se fondent parfaitement dans cet univers de solitude où la nature profite de l'hiver pour séduire encore un peu plus en se couvrant d'une belle couche blanche qui efface les repères et adoucit le relief. Le climat est rude, mais la mésange charbonnière semble plutôt s'amuser de tous ces flocons qui vont et viennent en chatouillant ses plumes avant de recouvrir délicatement les branches. Au sol, le lièvre sautille dans la poudreuse, laissant l'empreinte de ses grosses pattes postérieures précéder celle des pattes antérieures. Le cerf solitaire, lui, marque nettement son passage, mais le suivre sur ce terrain est complètement illusoire. Quant à l'écureuil, la disposition de ses traces permet de l'identifier aisément. Les rigueurs de l'hiver paraissent avoir éliminé la flore du paysage. Pendant plusieurs mois, le végétal sommeille, mais dès que la température se radoucit, les fleurs les plus précoces s'épanouissent, quitte à affronter la dernière couche neigeuse. La recherche de nourriture est quand même plus facile quand la neige fond. Les vers de terre sont à portée de bec et le rouge-gorge peut enfin prendre son temps pour rechercher sa nourriture. La végétation dénudée est encore monotone. Seuls les chatons de saule, qui poussent avant les feuilles, colorent un peu le décor et proposent un des premiers nectars aux abeilles. En l'absence de feuilles pour les héberger, les insectes et leurs larves se cachent sous l'écorce, obligeant le pic-et-pêche à s'adapter. Sa cousine, la citelle, n'a rien à lui envier et se montre encore plus rapide. Le printemps avance et la floraison des arbres transforme maintenant radicalement le paysage. De nombreuses sources de pollen et de nectar apparaissent. Les abeilles vont pouvoir enfin reconstituer les réserves de la ruche pour nourrir les larves et la reine. Les énormes pelotes de pollen sur les pattes en témoignent. Dans la vallée, les botanistes amateurs n'ont plus qu'à se baisser et le propriétaire de cette ferme, apparemment fidèle à son premier tracteur, indiquera même les meilleurs endroits.
Le perce-neige est déjà là, confirmant, s'il en était besoin, la fin de l'hiver. Plus loin pousse la pulmonaire, dont les taches sur les feuilles rappellent tellement les lésions tuberculeuses sur les poumons qu'on la croyait jadis efficace pour traiter cette maladie. Au premier champ du coucou surgit la primevère officinale, d'où son surnom bien connu de coucou et non pas fleur de coucou, attribué lui au lychnis fréquent dans les prés humides. Que dire de la petite pervenche aux nombreuses propriétés médicinales et au bleu si caractéristique? L'érythrone, appelée aussi dent de chien, est une fleur rare sauf en Aubrac. Elle fait partie de la famille des lys et ses feuilles ont un agréable goût de noisette. La forme en cloche de la fritillère est très efficace pour protéger les étamines de la pluie. Son surnom de pintadine vient tout simplement de sa coloration en plumes de pintade. L'anémone pulsatile, évitée par les gros animaux parce qu'elle est toxique, est très utilisée en homéopathie. Et voilà la belle encolie dont l'élégance n'a d'égal que l'originalité. L'asphodèle, appréciée des poètes, était une fleur sacrée de la mythologie grecque et romaine où elle représentait l'emblème de la résurrection. Enfin, n'oublions pas la narcisse, très abondante en Aubrac, ramassée au râteau pour être expédiée dans les usines de parfums. Cependant, si toutes les fleurs rivalisent de beauté avec leurs belles couleurs et leurs dessins extrêmement variés, si elles dégagent du parfum et sécrètent même une substance sucrée appelée nectar, ce n'est pas sans raison. Pour que les fleurs se reproduisent, il faut que les grains de pollen passent de l'une à l'autre. Et comme le vent ne suffit pas toujours, la meilleure solution est d'utiliser les insectes. Alors, pour les attirer, chacune a son secret. La sauge, par exemple, oblige le bourdon à aller chercher le nectar au fond de la corolle. Au passage, l'étamine se replie sur son dos et le voilà affublé de nombreux grains de pollen qu'il transportera sur une autre fleur sans le savoir. L'abeille solitaire repart ainsi avec du pollen sur le front qu'elle déposera sur les fleurs suivantes. Tout le monde y trouve son compte et la coopération est totale. Certaines fleurs, par leur morphologie, n'acceptent même qu'une seule espèce d'insecte. Ici, l'heureux élu est le bombyle, reconnaissable à sa trompe démesurée qu'il utilise comme une seringue. Outre cette particularité anatomique, sa spécialité est de pondre en vol sur les nids de guêpes ou d'abeilles sauvages. À la naissance, ces larves auront ainsi à leur disposition miel et pollen pour achever leur croissance. Mais d'autres fleurs vont encore plus loin pour sélectionner un insecte spécifique. Ce sont les orchidées qui, chez nous, sont si petites qu'elles passent inaperçues au milieu des graminées. Pour se faire féconder, elles poussent le raffinement jusqu'à imiter l'aspect et l'odeur de la femelle de certains insectes. Ici, l'insecte imité est l'abeille. Ailleurs, ce peut être une mouche ou une araignée. Lorsque l'insecte mâle aperçoit ce qui ressemble à une femelle, il cherche à s'accoupler. Il se pose en réalité sur le pétale inférieur de la fleur et se coiffe aussitôt de sacs remplis de pollen qu'il transportera sur une autre fleur. La plante fait ici preuve de machiavélisme.
Les variétés d'orchidées sont nombreuses et si l'on prend la peine de s'approcher, on n'est pas au bout de ses surprises. Le sabot de Vénus, considéré comme la plus belle et la plus rare de France, a quitté jadis le massif d'Aubrac pour se cacher sur les causses voisins. Pour quelques kilomètres à vol d'oiseau, son observation en vaut la peine. Les couleurs vives ne sont pas l'apanage des fleurs, car les coléoptères ne manquent pas d'originalité dans ce domaine. Ainsi, la cétoine aux reflets irisés, au vol lourd et bruyant, décore la végétation aux heures les plus chaudes de la journée. Le carabe, incapable de voler car ses élytres sont soudés, colore le sol à la recherche de limaces ou de vers de terre. Aussi peu discrète, la coccinelle se goinfre de pucerons et remplit le rôle d'un véritable insecticide naturel. On peut se demander quelle est la finalité de ces teintes vives, à part le rouge, qui avertit les prédateurs que l'insecte est toxique. Tous les coléoptères ne sont pas colorés, mais étonnent par d'autres aspects. Ce longicorne, aux antennes démesurées, digère la cellulose de l'écorce des jeunes branches et la larve d'une espèce plus petite peut même détruire les poutres des habitations. Le cerf-volant, lui, ne se nourrit de bois que pendant les 3 ans du stade larvaire. Une fois adulte, il ne s'alimente plus sauf pour se gorger de sève quand il en trouve. Il ne vivra qu'1 mois et passera son temps à affronter d'autres mâles dans des simulacres de combat et à chercher une femelle pour s'accoupler. Pendant ce temps, les fleurs s'ouvrent les unes après les autres et il suffit d'accélérer le temps pour en apprécier la majesté. La saison des amours est arrivée. Les mâles étalent leurs plus belles robes et les femelles émettent des hormones pour les attirer. L'effervescence est à son comble. Les courses-poursuites animent la végétation et les premiers accouplements ne tardent pas à avoir lieu. Chez les oiseaux, le chant devient plus subtil pour séduire de nouvelles compagnes. Les nids sont maintenant garnis et l'écureuil, très friand de ses petits œufs colorés, guette la moindre absence prolongée du propriétaire pour se régaler.
Au pied des arbres et sous les feuilles, d'autres chants plus discrets et répétitifs se font entendre. Mais à quoi ressemblent les auteurs? L'Iphipygère frotte inlassablement ses ailes atrophiées en direction de la femelle qui rôde à proximité avec son éperon inoffensif, qu'elle enfoncera dans le sol pour y pondre les œufs. Mais de nouveaux instruments résonnent à leur tour dans les broussailles. À la tombée du jour, un cri cependant intrigue. Et ce n'est qu'au petit matin, en soulevant les pierres, qu'on découvre le responsable. C'est le crapaud accoucheur, appelé ainsi parce que le mâle, après avoir attiré la femelle par ses cris nocturnes, enroule les œufs en chapelet autour de ses pattes arrière en les fécondant à mesure. Il restera immobile sous sa pierre pendant 3 semaines, sans se nourrir, avant de libérer les œufs dans une eau calme pour permettre l'éclosion d'une multitude de têtards. La grenouille verte, elle, passe son temps dans l'eau, et la discrétion n'est pas dans ses habitudes. L'éphémère, qui ne vit que 2 à 3 jours, quelques heures seulement chez certaines espèces, est une nourriture de choix pour les poissons. La chevenne, très vorace, en consomme de grandes quantités. Marcher sur l'eau, c'est le rêve. Le géris le fait toute la journée, même avec un passager sur le dos. Quel balai de lumière quand l'éclairage s'y prête! Mais attention à la féroce larve du ditique qui s'attaque à tout ce qui bouge, utilisant ses crochets venimeux pour injecter une toxine qui digère la chair avant de l'aspirer. Seulement voilà, la truite ne se laisse pas impressionner par un si petit prédateur et n'en fera qu'une bouchée, de la même manière que le héron ne fera qu'une bouchée de la truite. Le martin-pêcheur, lui, court après les petits poissons adaptés à sa taille et surtout à celle de ses 6 ou 7 petits qui l'attendent au fond d'une cavité creusée dans la berge. Il pousse même la délicatesse jusqu'à présenter le poisson tête en avant pour ne pas blesser sa progéniture affamée.
L'abondance de poissons attire aussi la couleuvre à collier, à l'aspect menaçant mais totalement inoffensive. Même activité pour la couleuvre vipérine, plus petite, à la pupille bien ronde et au museau non retroussé, ce qui la distingue de la vipère. Un voisin la mettrait bien à son menu, mais chasser dans l'eau n'est pas du tout sa spécialité. Alors on boit une gorgée et on retourne sur la terre ferme. Là, capturer une couleuvre verte et jaune deviendra peut-être à sa portée. Peine perdue, le reptile fait de la résistance et il n'a pas l'intention de servir de repas. Finalement, en cette fin de journée, chacun décide d'éviter l'affrontement. Ce soir, l'absence de lune permet l'observation d'étonnantes petites lumières dans les buissons. De petites lumières vertes qui ondulent et se déplacent lentement. C'est le ver luisant. Le ver luisant est la femelle d'un coléoptère. Elle n'a pas d'ailes et ressemble à une larve. Elle émet une lumière par son abdomen pour attirer les mâles qui, eux, volent et peuvent la repérer de très loin. Nouvelle journée, autre paysage. Une lumière douce et diffuse incite à la rêverie. La guêpe poliste prend son temps. Elle a terminé le nid et peut faire un brin de toilette avant de pondre les œufs au fond des alvéoles. Chez la mouche aussi, l'hygiène est importante avant de continuer à fouiller les matières en décomposition. Les fourmis, à l'inverse, ne savent pas prendre leur temps. Elles sont programmées pour assurer la survie de la colonie et c'est tout. La fourmilière peut atteindre des dimensions impressionnantes. Les milliers de larves qu'elle héberge doivent être nourries en permanence et malheur aux scarabées qui passent à proximité. Même vocation collective chez les abeilles. Les seins, fixés sur une branche, protègent la reine en son centre pendant que les ouvrières éclaireuses cherchent une cavité pour installer la colonie.
La fin du mois de mai arrive. Les pâturages sont abondants et l'herbe pousse à profusion. On peut apercevoir çà et là quelques vaches, mais la plus grande partie du cheptel arrive le dimanche le plus proche du 25 mai pour la fête de la transhumance. Ce jour-là, la quiétude du plateau est perturbée par les sonnailles des troupeaux, richement décorés de fleurs et de drapeaux. Les champs de Gentiane accueillent maintenant la belle race d'Aubrac qui fournira jusqu'à l'automne prochain le lait pour la fabrication du fromage de l'Aïole. Épargnée par les vaches à cause de son amertume, la grande Gentiane met 10 ans avant de fleurir la première fois. Elle peut vivre un demi-siècle et refleurit tous les 4 à 8 ans. Sa racine, autrefois utilisée contre la fièvre et comme fortifiant, est aujourd'hui consommée en boisson apéritive. Autre fleur médicinale, bien connue pour sa teinture, l'arnica. La période des naissances bat son plein. Et bien à l'abri du sous-bois, les renardeaux insouciants déambulent autour du terrier pendant que la mère chasse les rongeurs. Plus loin, à proximité des sapins, les marcassins turbulents jouent entre les pattes de leur mère. Mais il ne faut pas exagérer. La biche est plus anxieuse pour sa progéniture et elle fait tout ce qu'elle peut pour attirer l'attention sur elle pendant que son faon se dégourdit les pattes avant de s'immobiliser à nouveau dans les herbes et se fondre dans la végétation. À l'autre bout de la forêt, un cerf solitaire voit sa ramure grandir tous les jours grâce au velours qui la recouvre, très riche en vaisseaux sanguins. Les bois, qui sont tombés en février, auront complètement repoussé à la fin de l'été. Les arbres hébergent maintenant de nombreux oisillons et l'on aperçoit partout les adultes se relayer inlassablement toute la journée pour satisfaire leur énorme appétit. Le pic-et-pêche ne compte plus les va-et-vient. Il faut même faire le ménage. La mésange bleue est tout aussi active depuis qu'elle a emménagé dans un trou de pic abandonné.
Décidément, les trous de pique sont très sollicités. De retour d'Afrique saharienne, après un parcours de plusieurs milliers de kilomètres, l'hirondelle de cheminée retrouve l'abri des charpentes de l'année précédente. Les insectes sont chassés en vol dans un balai incessant et personne ne sera oublié. Là aussi, il faut assurer le service d'hygiène. Mais arrive le jour où le nid devient trop petit, les adultes sont épuisés, l'envol des oisillons est proche. La huppe, elle aussi, revient d'Afrique. La femelle va bientôt pondre et elle doit prendre des forces. C'est pourquoi le mâle lui apporte généreusement un supplément de nourriture. De satisfaction, elle déploie sa huppe qui a donné le nom à l'oiseau. Les chenilles sont une aubaine pour les oiseaux. On les trouve partout, au sol, dans les arbres, sur les fleurs. Elles paraissent très vulnérables. Alors comment font-elles pour ne pas être décimées d'une année sur l'autre ? Les stratégies de survie sont variées, à commencer par le nombre. Certaines espèces envahissent les arbustes et se protègent la nuit dans des cocons. En cas de danger, elles se laissent tomber, suspendues au fil de soie qu'elles sécrètent par la bouche avant de remonter au prix d'efforts non négligeables. L'immobilité est aussi très efficace, étant donné que la plupart des prédateurs sont incapables d'identifier une proie qui ne bouge pas. Au passage, on peut observer la présence de 5 paires de fausses pattes, appelées ainsi parce qu'elles ne se retrouveront pas sur le corps du futur papillon. Les 3 paires de vraies pattes sont situées à l'avant sur le thorax. On distingue 9 trous de chaque côté qui assurent la pénétration de l'air vers un réseau respiratoire constitué de minuscules bronches. Autre chenille, autre comportement. La chenille géomètre préfère la fuite à grandes enjambées à la moindre alerte. Se confondre avec le milieu environnant est une excellente méthode. Celle-ci va rejoindre la ronce où elle passera inaperçue. Et que dire de celle-là qui se confectionne un fourreau de débris végétaux et le transporte pour s'y cacher à la moindre alerte ? Les poils urticants sont une bonne défense. Gare aux démangeaisons et à l'urticaire parfois très important qui peut durer plusieurs jours. Les chenilles processionnaires qui se déplacent en file indienne sont d'ailleurs délaissées par les oiseaux. Seuls les sangliers, connus pour manger n'importe quoi, s'en nourrissent à l'occasion. Les couleurs vives, notamment le rouge et le noir, assurent une bonne protection puisqu'elles indiquent que la chenille est toxique. Les oiseaux le savent par instinct et passent leur chemin. La diversité des dessins est infinie, la palette des couleurs aussi. Ces images surprennent parce que peu de gens ont l'occasion de croiser ces chenilles dans la nature. Mais il suffit de prendre le temps de scruter les feuilles pour en découvrir partout.
L'aspect de la chenille ne présage en rien de l'esthétique du papillon qu'elle va engendrer. Ce corps noirâtre, couvert de protubérances ramifiées, va se transformer en un magnifique papillon au ton orangé. Celle-ci va perdre sa peau sombre et tristement banale pour donner naissance au grand pan de jour. Cette chenille verte, qui dévore avec gloutonnerie sa plante de prédilection en se déplaçant lourdement et paresseusement, va tout simplement donner le morosphinx, papillon colibri qui ne se pose jamais de la journée et joue de son immense trompe pour prélever le nectar. En fin d'été, il partira vers l'Afrique, à des milliers de kilomètres de là, toujours sans se poser. Et voilà la chenille du macaon, une des plus belles, mais méfiance car elle sait se défendre. Lorsqu'elle est inquiétée, elle fait saillir 2 protubérances qui émettent une odeur dissuasive pour les prédateurs. Le papillon qui en résulte est l'un des plus beaux de la région. Il fait partie de la même famille que le flambé, dénommé ainsi à cause de ses taches caractéristiques. Le grand Mars changeant, le Sylvain azuré, autant de noms poétiques pour décrire ces merveilles de la nature. L'écaille chinée, très occupée à prélever le nectar, étale son beau manteau réticulé, prête à l'écarter brusquement pour effrayer les prédateurs en montrant ses ailes postérieures rouge vif. Le vulcain, lui, décore ses plantes préférées et promène frénétiquement son immense trompe à la recherche de tout ce qui est sucré. Une fois rassasié, il prend le temps de replier délicatement le matériel comme un tuyau d'arrosage. Le Robert le diable ne sait pas déchirer les ailes. Leur aspect découpé est naturel. Que cherche-t-il à imiter? Mystère. Ainsi se succèdent les taches de couleur, comme pour concurrencer les fleurs dans une escalade à la beauté. Et si on faisait un petit test? Voici 2 brindilles cassées. Laquelle est un papillon? Même en sachant que c'est celle de droite et en observant le papillon sur un tronc d'arbre, on ne voit toujours qu'un fragment de branche avec ses cassures aux extrémités. En s'approchant, c'est pareil, et le biseau de la branche paraît extrêmement réaliste. Il faudra attendre le déploiement des ailes pour enfin comprendre le subterfuge et découvrir l'incroyable camouflage adopté par ce papillon de nuit pour ne pas être repéré dans la journée. Il va même pousser le perfectionnisme jusqu'à se superposer sur une plaque de lichen identique à ses ailes.
restons sous les feuilles. À l'image du reste du monde animal, l'activité principale des insectes reste bien sûr la recherche de nourriture. Quand on voit l'efficacité avec laquelle cette sauterelle coupe et avale la végétation, on imagine facilement les dégâts quand un nuage de millions d'individus s'abat sur une culture. Mais tout n'est pas si rose non plus chez les sauterelles, et le moindre faux pas peut être fatal. Car l'Argiope fasciée veille. Après une attaque foudroyante, la victime est enveloppée de fils de soie fabriqués par l'abdomen. Puis elle est paralysée par le venin et conservée vivante. L'araignée repart ensuite se positionner à l'affût à la recherche de nouvelles proies. Et quand la faim la tenaille, elle revient sur sa proie paralysée. Elle n'aura plus qu'à aspirer l'intérieur. La Tomise, elle, n'utilise pas de toile et attend patiemment au milieu de sa fleur l'atterrissage de son repas préféré. Le danger est partout. Un élément de la végétation peut s'animer brutalement et s'avérer fatal. C'est la menthe religieuse. Elle ne fait pas de sentiments et tout ce qui bouge est bon à prendre. Petite mais sophistiquée, la machine à broyer est en marche. Les feuilles sont dévorées par la sauterelle. La sauterelle par la menthe religieuse. Et la menthe religieuse, par qui? Par le lézard vert. À le voir se déplacer de manière autoritaire, il donne l'impression de ne craindre personne. Mais déjà, ses dernières minutes sont comptées. Au ras du sol, comme ailleurs, la vie est impitoyable. Ici, la punaise réduve domine la situation. Mais pour combien de temps? L'Aubrac offre une faune et une flore remarquables par leur diversité, notamment dans les zones humides. La trolle, appelée aussi boule d'or parce qu'elle reste fermée, côtoie souvent la grassette, plante carnivore qui digère sur place les petits insectes venus se coller sur ses feuilles. Par endroits, le terrain en forme de cuvette retient l'eau grâce à la présence de mousse. Ce sont les tourbières. Là, c'est le domaine privilégié de la drosera, autre plante carnivore qui piège les insectes avec ses poils gluants pour en extraire l'azote qu'elle ne trouve pas dans le sol. La pluie inonde les galeries de la taupe, mais cette dernière a vite fait de colmater les issues.
La réapparition du soleil réveille la nature et redonne des forces, mais dessèche la peau de la salamandre qui s'empresse de rechercher un abri humide. L'orage a gonflé les ruisseaux, appelés boraldes dans la région. Les bois de hêtres résonnent partout du grondement de petites cascades. La faune et la flore trouvent là un milieu extrêmement favorable pour se développer. En bordure de cours d'eau, on peut rencontrer l'aconite napelle, considérée comme la plante la plus toxique d'Europe. Facilement reconnaissable à ses fleurs en forme de casque, toute la plante est vénéneuse, ce qui n'empêche pas le bourdon de la butiner. Elle contient une substance voisine du curare qui était utilisée autrefois pour enduire les flèches, même ici dans la montagne. De la même espèce et tout aussi toxique, l'aconite du loup est appelée ainsi parce que sa racine servait à confectionner des appâts empoisonnés pour les loups. Dans les mêmes endroits pousse une autre plante très vénéneuse, le vérâtre blanc. Ses feuilles ressemblent à celles de la grande gentiane, d'où certaines confusions parfois dramatiques. Pour continuer avec les plantes dangereuses, signalons le sceau de Salomon aux fruits responsables de graves intoxications et la belle digitale qui a permis de découvrir la digitaline et rendu des services énormes en cardiologie. Elle préfère les lisières de forêt et le bord des chemins. Quant à la couleur pourpre de ses fleurs, elle est parfois étonnamment remplacée par le blanc. Pas moins de 1200 espèces de plantes ont été recensées sur le massif d'Aubrac. Une telle diversité est le résultat de la présence d'un sous-sol extrêmement varié, à la fois volcanique et sédimentaire, d'une succession de climats différents suivant l'altitude et d'une bonne répartition des pâturages et des forêts. Mais si les fleurs se prêtent à l'observation, les animaux, au contraire, se cachent. Déceler la présence d'un animal passe d'abord par la recherche de quelques indices. Cette empreinte avec des griffes, c'est le blaireau. Ces crottes avec une extrémité effilée posée sur une pierre, c'est le renard. Quant à ces agglomérats de petites boulettes, c'est le cerf. Le bousier en est friand et avant d'y pondre ses œufs, il déplace l'énorme boule vers un endroit où il pourra l'enterrer. Mais à quel prix ? Il est quand même beaucoup plus facile d'approcher les animaux lorsqu'ils sont préoccupés à se courir après en période d'activité sexuelle. Si, en plus, ils signalent leur position par des cris puissants, l'observation en est grandement facilitée. C'est le cas des cerfs en automne au moment du rut. Au début dans la journée, tout paraît calme. Seuls les cris des geais, dérangés par la présence d'un sanglier ou d'un renard, incitent à dresser l'oreille.
Quelques biches, suivies de jeunes, sortent du bois pour profiter de l'herbe grasse des clairières. La promiscuité avec les vaches se passe même très bien, et chacun y trouve son compte. Mais au coucher du soleil, des silhouettes s'animent. La tension monte, des hardes se forment aux quatre coins de la forêt. Le brame commence. Les vieux cerfs brament les premiers et s'octroient les plus belles biches, séduites par la puissance de leurs cris qui résonnent à des kilomètres à la ronde. Par la même occasion, ce cri signale aux autres mâles que la place est occupée et gare à celui qui viendrait empiéter sur le territoire. Les biches ne sont fécondables que pendant quelques heures au cours de la période du rut, et en attendant que survienne ce bref moment des chaleurs où elles accepteront les avances du mâle, ce dernier s'épuise à longueur de journée pour ramener celles qui s'éloignent et repousser les nombreux prétendants prêts à tout pour le supplanter. Les premières lueurs de l'aube sont un moment privilégié pour observer les cerfs au milieu des clairières, à condition de ne pas se faire repérer par une biche qui rote aussitôt pour manifester son agacement. Mais quand le jour s'amplifie, tout le monde regagne le sous-bois sous l'étroite surveillance du maître des lieux qui n'entend pas laisser filer ses biches chez le concurrent. Il renifle, écoute, scrute les feuillages, puis repart au grand galop regrouper son cheptel. Le concurrent, lui, observe et attend son heure. Un peu plus loin, un cerf plus jeune fait lui aussi le tour de son territoire pendant que ses biches se reposent. La matinée sera calme. Aucun brame ne sera entendu pendant plusieurs heures, peut-être même toute la journée,
sans que l'on sache pourquoi. Ce calme transitoire favorise l'observation du milieu environnant, notamment botanique. La beauté de l'amanite tumouche ne laisse pas indifférent. Et que dire de la forme suggestive du Phallus impudicus? N'oublions pas enfin le thé d'Aubrac au délicat parfum de menthe, dont les infusions sont très appréciées pour ses vertus digestives. Après une nuit tranquille, trop tranquille, une ambiance électrique règne dans la montagne. Les vaches sont nerveuses, une ramure se frotte avec frénésie contre les branches. Et puis soudain, un défi est lancé. Aussitôt, un autre mâle accourt, haletant, prêt à l'affrontement. Puis c'est au tour d'un troisième. La forêt s'embrase une nouvelle fois. À nouveau, la tension retombe et chacun repart s'occuper des biches. Mais le chef de harde se heurte toujours au même problème. Comment faire coïncider ses pulsions avec celles des femelles? Et la journée ne sera pas de trop pour arriver à ses fins. Malheureusement, à la faveur du crépuscule, les rivaux se rapprochent dangereusement. Une nouvelle fois, la nuit s'annonce particulièrement éprouvante.
Ce matin, après une nuit de combats acharnés et de brames incessants, un silence pesant règne dans les sous-bois. Ce jeune cerf n'avait pas la maturité cette année pour participer aux rutes, mais il est inquiet comme un vieux mâle. Au moindre bruit suspect, il se met en arrêt, dans une immobilité absolue. Puis repart on ne sait où, à travers les forêts. Quelques individus n'ont pas réussi à s'imposer sur un territoire beaucoup trop convoité. Cette année, ils se côtoient, mais à l'automne prochain, ils combattront peut-être l'un contre l'autre. Cette fois-ci, le brame est terminé. Un daguet se promène. Il n'a qu'1 an, mais sait déjà utiliser tous ses sens pour repérer le danger. Un peu plus loin, 2 de ses aînés occupent leur journée en jouant aux adultes dans des simulacres de combat. Pendant ce temps, un mâle épuisé et très amaigri s'affale lourdement sur le sol. Il a perdu 1/4 de son poids en 3 semaines. Il va enfin pouvoir s'alimenter normalement. Dans quelques jours, il va quitter sa harde et vivre en solitaire, tellement caché qu'il sera pratiquement impossible de le croiser jusqu'à l'automne prochain. Il laisse derrière lui quelques arbres écorcés et lacérés, témoins d'une excitation incroyable. Et quelques mares de boue, appelées souilles, maintenant fréquentées par les plus jeunes, où il se roulait pour se débarrasser des parasites et se rafraîchir. Le calme revenu, une compagnie de jeunes sangliers, encadrés par 2 laids adultes, arpente la forêt à grand bruit de branches cassées. Une présence humaine un peu trop rapprochée a dû les déranger. Pendant la fuite, une vieille femelle surveille les arrières pendant que l'autre dirige les déplacements du groupe. Rien n'est laissé au hasard. Maintenant, la couleur jaune domine. Les arbres commencent à se dégarnir et n'offrent plus la même protection à la faune sauvage. La forêt n'est plus qu'une palette de couleurs, et si l'on attend le soir que le ciel s'embrase, la sensation de se fondre dans la nature mérite le détour.